Bien. Bonjour à tous. Merci de participer à ce sixième workshop, sixième atelier sur l'évaluation, la promotion des impacts des projets socioculturels dans les situations humanitaires. Je vais commencer par me présenter. Je suis Florian Lebris, je suis chargé des études et des partenariats à Bibliothèques sans frontières. C'est moi qui vais modérer cet atelier. Il nous a semblé très, très important d'avoir un atelier pendant ce colloque sur l'évaluation. Pour une raison simple, c'est que l'évaluation d'impact aujourd'hui, dans la mise en œuvre et dans la définition des politiques publiques ou des politiques de développement, a pris une place de plus en plus importante, toujours plus importante. J'ai moi-même une formation d'économiste en politique publique et développement, donc je peux en témoigner un petit peu. Et on sait qu'aujourd'hui, presque tout programme, avant d'être généralisé, passe d'abord par une phase d'expérimentation sur une population souvent très bien définie, très bien caractérisée, puis par une phase d'évaluation d'impact basée sur des critères scientifiques parfois très rigoureux. Donc on sait que c'est cette capacité à isoler l'impact, à démontrer que des changements observés sont dus à une intervention plutôt qu'à d'autres facteurs qui peuvent intervenir en même temps, est vraiment essentiel dans la définition des politiques publiques. Or, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui pendant ce colloque, l'accès à la culture, à l'information dans les situations d'urgence humanitaire, impose une espèce de double spécificité par rapport à cette évaluation d'impact. D'abord parce que les situations d'urgence humanitaire posent des contraintes évidentes, d'abord en termes d'environnement. On a affaire à des environnements très particuliers et beaucoup de choses vont échapper à l'intervenant qui va mettre en place un programme. En termes de population également, et on peut par exemple s'interroger si pour des populations très vulnérables, affectées par des crises humanitaires, passer par une phase d'expérimentation avant de généraliser et de s'assurer ou de faire bénéficier un programme au plus grand nombre est pertinent. En termes de temps, on intervient dans des contextes d'urgence, donc on a des contraintes temporelles très fortes. Et surtout, en termes de moyens, mettre en place des évaluations d'impact, ça demande beaucoup de ressources. Et on peut se demander si, en situation d'urgence humanitaire, c'est une des priorités. Aujourd'hui, il y a de nombreux principes et standards internationaux qui guident l'action humanitaire pour améliorer les qualités en termes de gouvernance, en termes d'impact. Et on pourra s'interroger, j'espère, pendant cet atelier, sur aussi la pertinence de ces critères par rapport aux projets socioculturels. Ensuite, parce que l'évaluation d'impact de projets socioculturels en soi est elle aussi très spécifique, se démarque beaucoup des évaluations d'autres politiques publiques, parce que quand on parle de projets culturels, on a une dimension qualitative qui est sûrement plus prédominante que pour d'autres politiques publiques. On va aussi avoir une dimension psychosociale, une dimension psychologique. Et donc, c'est même au-delà de ces critères d'évaluation, quand on parle de projets socioculturels ou de culture, on est tellement dans l'ordre du ressenti subjectif et individuel qu'on peut même se demander quel objectif se fixer quand on met en place un programme culturel. Et je pense qu'on y reviendra dans cet atelier. Donc c'est vraiment sur cette double spécificité des programmes socioculturels en situation d'urgence que je voudrais qu'on centre vraiment la discussion. C'est donc quelque chose d'assez difficile parce qu'on multiplie un peu les contraintes, les spécificités. Et je suis donc en tout cas ravi d'avoir à mes côtés différents intervenants pour en parler. Je vais les présenter. Véronique Franck, tout d'abord, qui est donc consultante spécialisée en évaluation de projets culturels pour l'agence ABCD. L'agence ABCD, c'est une agence d'ingénierie culturelle spécialisée dans le conseil auprès des collectivités locales. Véronique Franck donc, est spécialisée dans la définition et l'évaluation de politiques sur les différents champs des arts, de la culture, ainsi que dans leur évaluation. Donc. Chanel Ntauba, qui est responsable des programmes éducatifs à l'International Rescue Committee au Burundi. Il travaille notamment auprès des camps de réfugiés congolais au Burundi et il nous en dira un peu plus sur l'évaluation de programmes éducatifs et socio-éducatifs dans ce contexte-là. On devait avoir également avec nous François Grunewald, qui malheureusement a dû s'excuser de ne pas être là aujourd'hui avec nous.
Et enfin, on aura Vincenzo Bolletino, qui est directeur de la Harvard Humanitarian Initiative, qui est un centre académique au sein de l'université Harvard, qui rassemble chercheurs professionnels en matière de santé publique, de médecine, de sécurité, de sciences sociales, pour faire avancer la recherche, mais aussi la pratique dans les situations de crise humanitaire. Donc chaque intervenant aura entre 10 et 15 minutes pour faire une première présentation, et ensuite on lancera une discussion avec la participation du public, d'autant plus qu'il nous manque un des intervenants, donc vous êtes doublement sollicité pour participer à la discussion. Je vous rappelle quelques petits éléments, que le colloque est retransmis en streaming sur le site urgencedelire.fr, www.urgencedelire.fr. Que vous pouvez également suivre le colloque sur Twitter avec le hashtag Urgence de Lire. Vous bénéficiez aussi d'une connexion Wi-Fi et je vous rappelle que vous avez également des casques à votre disposition pour la traduction de ce colloque. Le débat va se tenir en français, mais on aura aussi des interventions en anglais. Je voudrais donc commencer éventuellement le débat avec vous, Vincenzo, peut-être pour faire un tour d'horizon sur les spécificités, comme je le disais, et les contraintes qu'impose le contexte humanitaire pour l'évaluation d'impact dans ces contextes-là. Thank you very much for the kind introduction, and it's a pleasure to be here with you today. I am Enzo Bolletino. I am the Executive Director of the Harvard Humanitarian Initiative. Our program is focused on both educational programs in research in the humanitarian field, and I am going to speak today about the role of evaluation in humanitarian assistance, and I will try to speak specifically to a few examples of research that we do, but also to try to speak more broadly to whether the same sorts of approaches and methods that are applied in examining, for example, water sanitation programs or nutrition programs that have quite concrete metrics and variables and are governed by sphere standards, whether we can begin to either utilize the same sorts of methods to evaluate sociocultural programs, or whether we need to borrow from a whole other set of metrics. I'll also speak to the role of technology, which is having a transformative impact on the field in a whole variety of ways, and among them within the research domain as well. So that will be a strong emphasis of my presentation. So mobile technology is in the hands, is ubiquitous. It is all over the world now. Access to the internet is increasing both within the developed and the developing world. Mobile phone technology, mobile phones themselves, many of them smartphones, are in the hands of hundreds of millions, billions of people now. So the world is connected. And although, yes, we can point to areas that lack connectivity or have power issues, for the most part, the world is connected and is only becoming increasingly connected. And it's hard to overemphasize the impact technology is having in transforming the humanitarian sector. It's having an impact in a number of ways. And just, quite simply, we can see just how much technology, mobile phone technology in particular, has transformed the ability of local communities themselves to participate in and discuss what's happening, both in terms of their own organization during a response to an emergency, but also as a means of evaluating in real time the approach of the humanitarian community, of the international non-governmental organizations and UN agencies. Technology is also having a huge impact in the way we collect data in the field. We're moving from an almost exclusively paper-based system, for example, collecting surveys, to digital data collection devices, which is having a completely transformative effect. It effectively is reducing error and increasing the speed with which data can be collected and then turned back into analytic reports. And that's having a truly transformational impact. And then finally, it's providing us with a really solid and concrete way of creating evaluations that can come back and inform field practice with a timeliness that was not possible in the past. So it's having quite the impact. I'm just going to briefly mention
the impact that technology is beginning to have on the educational side, because that's been a focus of this, or of these discussions and of this particular conference. So I think there are two, and this is borrowed from work done by Mary Kalatatsis and Bill Cope. But basically, the thrust here is that there are two things that really stand out. One is that learning and educational materials are now largely available globally in all sorts of settings to a huge community of people in a way that was no longer possible, or that was not the case in the past. There are massive online courses, for example, that have literally hundreds of thousands of people following them online. There's no more, really the whole structure of a student being present in the class form is completely being transformed. That's one point. That basically, education is now being largely made available globally and is not restricted to just very wealthy countries. The second point is that the learner is playing a much more active role in knowledge creation themselves. They are active participants in the generation of knowledge and not just recipients that are sitting there. They can actively engage with communities of learners globally. This makes them truly a part of the process of knowledge creation and not just recipients of knowledge from somewhere else. So I think those are two important ways in which technology is beginning to transform the educational side of things. Now let's go back to the evaluation component and look at some of the ways that we can evaluate humanitarian action. The two things that I want to emphasize here are, first I would say that there's no one set of metrics or no one approach to evaluation that is a catch-all, that is going to be the correct approach. An evaluation is very much associated with the design of a particular project, and there's no one method that is correct. Having said that, there's a lot of evaluation out there that is not based on solid methodology. There are two, I think, fundamental issues here as well. The first is that good evaluation projects need to be constructed as part of the design of a program. More often than not, and this is really true in the humanitarian sector in particular, you'll have an emergency, there will be a whole series of programs and organizations that are responding to that emergency, and then after the response and after the program, and this is true often in the development sector as well, then an agency will come back and say, you know what, we should evaluate that program. We were supposed to evaluate that program. And then you'll try to go back and do the evaluation. At that point, you've really missed a huge opportunity to construct a really good evaluation design. You ideally would have some sort of baseline information available to you. And at the very least, it would be useful to be able to match the design of an evaluation to the program that's being implemented and put you in a position to be able to collect data as the program is being executed. If you're looking at evaluation as an afterthought, after a program is already complete, you're never going to get the same power from the evaluation as you could if you thought about incorporating it into the project design. The second critical piece here, and I don't know how well you can see this on the, it's kind of bright on the slides, but the second important piece is that when we're talking about assistance to communities, the local, or research within those communities and evaluating programs that affect those communities, then the communities themselves have to be a significant part, I would say a central part of the evaluation project and of the program design. If you're not first going to the people to figure out what it is they need, to community leaders, to community-based organizations, and identifying A, what resources are there, B, what processes are there, C, what sorts of human capacity and networks exist, then you're going to be simply supplanting a model that you've taken from somewhere else or designed outside of the context and trying to force it into a local context. That's highly unlikely to work or work well. So in all evaluation projects, it is important to involve the local community centrally. I'm going to speak a little bit about the approaches that we've taken to evaluating programs in the field, and I'm going to talk about three in particular. If you could advance, yeah, one. Thank you. So the first actually does not really involve technology.
but it does heavily involve the local community. And in this particular case on the left, this is a body map. And it was meant to signify a community's experience with child soldiers and what happens with child soldiers in their experience in being a child soldier and how to articulate that experience. And the way that this was created was to take the parents of child soldiers into focus groups and basically have a trained guide run through a series of questions that very much left it open to the group to discuss the ways in which being a child soldier impacted that individual and the community, in this case very much about the individual. And there are basically three things that come out of this. One are sort of the physical attributes or the physical violence experienced. The second is the social impact or the impact on the community. And the third are the psychological impact on the individual and on the individual's family. So here's a method that is low tech, right? It's taking a piece of paper and drawing just the outline of a body and then having the community draw and physically represent the experience of being a child soldier on this drawing. That drawing can then be compared to other drawings done by other communities locally, and you can begin to identify basic themes about the experience of child soldiers in a particular region. So here's a really interesting way of utilizing and having the local community be at the forefront, be at the center of an evaluation process. The second one I'll talk about is the use of digital data collection tools. And two of our researchers have created a platform called Kobo Toolbox. And basically they created it for their own research, but then it's open source and they've made it broadly available to anyone that would like to use it. But basically they would put together this field kit that you see on the lower right-hand side of the screen. And they're able to go into the field entirely independently of power because it's being used with solar power on smartphones, have libraries of surveys that they can utilize, or create a survey ahead of time because you're working with the local community to identify what the particular research question is that you want to look at. You can create a survey to get information about that, go into the field, train local survey collectors to be able to go out and actually administer that survey. Now, the advantage here to a paper-based system are fairly obvious, I think, to everyone. One is it's a lot faster to create to actually administer a survey. Two, you reduce the amount of error that you have. And three, you don't need to enter the data afterward. It's already in the system. And four, you can basically identify whether people are doing what they're supposed to be doing because each of these devices has a GPS device, and you can tell if the person who was supposed to administer the survey through a community actually sat under a tree for 4 hours and didn't move, in which case you can make sure that the next day someone else goes out and actually collects the data before you get back home and try to analyze data and realize that you're missing huge amounts of it. So there are a myriad number of ways in which technology is improving the way we collect data in the field and utilize that data. And this is incredibly important for evaluation work and can also have a significant implications for social programs as well. Because effectively what you're doing is you're putting people and local communities at the center of the research that you're doing. You're effectively going to them to find out what the important questions are and then creating a project and an evaluation framework that's based on local knowledge. The third and final way, and this is probably less relevant to identifying, it probably has fewer informational implications, but is another way in which information is being used to both anticipate and provide early warning on human security events, as well as to document gross violations of human rights or war crimes or crimes against humanity, is a utilization. This is a program that we ran for, and is still running, called the Signal Program for Human Security. And it relies on the fusion of near real-time satellite imagery with information that is collected on the ground. And effectively, we can utilize information that the community provides in order to
utilize satellites to look at places in non-permissive environments where you may not be able to enter, even as a humanitarian, and collect information to document potential crimes against humanity. In this particular case, we were looking at an area in Kadugli, South Kordofan, in early June. If you look at the upper right-hand image, can people see the images? Are you able to sort of roughly see it? It might be better with the light off. I don't know if you want to do it just for this image. You have to because of the camera. Okay. So I guess I'll have to describe here what's going on. In the top left corner, you basically see a police station, in early June. In the bottom left-hand corner, you see that police station with a large number of technicals, basically vehicles to carry police around, preparing to do something. We had reports that the Sudanese armed forces and police were going door to door and committing extrajudicial killings, allegedly, and doing other sorts of things that were suspect. So we were able to send a satellite over the area, and as you can see in the right-hand image, although it might be hard to see here, you can basically see all of those vehicles fanned out across that area and in front of, at the ends of each street and in the front of homes, which is information that corroborates the reports that we received from on the ground. This sort of technology can be used to identify, which we did, mass graves, and is important both as an early warning mechanism and tool, but also, perhaps more importantly, as a way of documenting crimes that can then be, this can then be used later as evidence of those crimes. I'll speak also to the approach of using an evaluation approach that we utilize in our projects that I believe has tremendous implications on the socio-informational side. What we normally do is take a process of doing a mixed methods approach, beginning with a qualitative piece, followed by a quantitative approach, followed up by another qualitative piece. So in the first instance, we're going into the field to work with local communities, to work with local organizations, to identify what the particular needs of the population are, and to identify research questions that are relevant to that community. We'll then go back and, with that local community, come up with a survey design or some evaluation design for a program that will be included as part of, it can be part of an NGO program, could be part of a UN program, could be any variety of programs. We collect data throughout that period, and at this point are usually survey data looking at people's perceptions and their thoughts about the effectiveness of a particular program. We'll then go back with the results of that research, and we'll take it back to the community for them to be able to interpret those results and discuss the results. So that the local community is involved at all stages of the evaluation process. So in effect, technology is amplifying and creating increased opportunities for utilizing solid empirical methods that we already have. They're simply speeding up the process, making that process more efficient. Technology in itself is not the method. It is simply a means to improving the way we collect the data, analyze that data, and get that data back to communities in a much faster fashion, so that actual decisions might be able to be made about a program, and that we're not just creating a report well after the fact to document what happened. That still happens a lot, but now we're at least have a capacity to really act in much more rapid fashion to be able to inform decision-making and programming on the ground. I think the last things that I'll say are I mentioned at the beginning, no one evaluation approach is the answer for all sorts of programming. Neither is one evaluation usually enough. It's better, more data is almost always better. So multiple evaluations should be used to assess the quality or the impact of a program. Another thing that I'll mention is that evaluating a program is not simply about evaluating its efficiency.
it could be about evaluating security. There are serious ethical considerations in working with the communities that are on the ground. So it shouldn't just be conceived of as a how do we extract information and get answers from that information, but as a process that involves the local community at all stages and at all levels. And ethical considerations are extremely important. The third point I would make is that there's a lot of room for further collaboration between universities, academic institutions, and operational agencies on the ground. And there should be a lot more of this in order to create evaluation programs that are truly robust and are not an afterthought, but are really designed as part of the program. And the fourth is that, as I mentioned throughout this presentation, we should be leveraging technology to the fullest, not as an end in of itself, but as a means for gathering information and acting on that information in a timely way that has the most potential impact on the communities that we're working with. Thank you. Thank you, Vincenzo. Merci beaucoup pour ces différentes remarques très pertinentes, notamment, je pense, sur le rôle de la technologie, ce qu'apporte la technologie aujourd'hui pour la collecte de données dans ces situations de crise. Il y a un autre point que vous avez mentionné qui, à mon avis, est essentiel et qui va, je pense, faire écho aussi aux interventions suivantes, c'est la participation et l'implication des bénéficiaires et des communautés non seulement dans les programmes, mais dans l'évaluation d'impact de ces programmes. L'implication des bénéficiaires et des communautés, c'est, je pense, quelque chose qui est aussi au cœur des programmes socioculturels. Et je vais maintenant passer la parole à Véronique Franck qui va nous en dire un peu plus sur la spécificité de ces programmes socioculturels. Alors, bonjour. Juste un petit préalable pour préciser un peu mon positionnement. Moi, je travaille dans une agence de conseil spécialisée dans l'accompagnement des collectivités locales dans leur politique culturelle. Je n'interviens donc pas du tout dans des problématiques humanitaires, comme ce qu'on a pu entendre depuis ce matin. Donc l'exercice qu'on m'a demandé est de faire un petit panorama de ces questions d'évaluation dans le secteur culturel et plus précisément de parler des questions d'impact. Donc je me situe un petit peu à côté par rapport au champ d'intervention des différentes personnes qu'on a pu entendre depuis ce matin. Je vais bien me garder de prétendre vous faire un panorama exhaustif et précis de l'évaluation dans les politiques culturelles aujourd'hui en France. Je vais vous faire un retour par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir en tant que consultante intervenant donc à la demande de politiques, qu'il s'agisse de conseils généraux, conseils régionaux, mairies, etc., sur des questions qui me sont posées préalablement. Donc je ne définis pas le champ d'études préalable, même si je suis amenée à le questionner dans le démarrage des missions. Voilà, mais pour vous dire aussi qu'on a un champ d'intervention qui est extérieur à l'institution. On n'est pas porteur de projets culturels de notre côté et on a un temps délimité d'intervention qui commence à un moment X et termine à un niveau Y. Et on intervient souvent en termes d'évolution de politique culturelle. Donc souvent on nous demande d'évaluer une politique et des actions qui ont déjà été mises en place pour pouvoir apporter un conseil en termes d'évolution de ces politiques. Ce qui est important puisque, comme on le disait déjà tout à l'heure, une évaluation d'impact, ça se pense en amont de l'action pour pouvoir aussi être efficiente. Voilà pour les préalables. Alors, quelques repères simplement sur la question de l'évaluation dans le secteur culturel. On est globalement, en France en tout cas, sur un secteur qui est quand même assez peu enclin à la notion d'évaluation dans son ensemble. Il y a en France une tradition d'évidence de la politique culturelle qui fait qu'on a tendance à pas forcément beaucoup la questionner. C'est-à-dire, bien entendu, pour une commune, il faut qu'elle ait une politique culturelle parce que c'est bien pour la population de son territoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même démarche que lors des interventions dans un contexte humanitaire, dans un contexte de crise. On est là sur une tradition culturelle française qui fait que depuis de nombreuses années, les différentes collectivités ont des interventions
dans la politique culturelle et n'ont pas forcément besoin de justifier au préalable de l'impact que ça peut avoir sur leur population pour mettre en place une action culturelle. Alors bien sûr, aujourd'hui, dans le contexte de crise économique qu'on a, on a ces questions d'impact qui reviennent, puisqu'on est dans un contexte de restrictions financières. Mais voilà, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'est pas à l'origine dans cette démarche d'évaluation d'impact, ça arrive après coup. On a dans le secteur culturel une vision parfois réductrice de ce qu'est l'évaluation. Souvent, c'est opposé, on pense à la notion quantitative avant la notion qualitative. Je vais y revenir tout à l'heure, ce qui engendre chez certains professionnels une confusion avec le jugement sur la proposition artistique, notamment dans le champ du spectacle vivant, et qui du coup ont fait que les professionnels ont été réticents eux-mêmes à mettre en place des mesures d'évaluation d'impact de leurs propres actions, en ayant une crainte qu'on fasse une assimilation avec un jugement sur la proposition artistique qui est faite. Un certain nombre de malentendus aussi en termes de politique culturelle. Le ministère de la Culture, il y a quelques années, avait mis en place une grille d'évaluation des politiques culturelles qui était essentiellement quantitative. C'est donner des taux de remplissage de salles de spectacle, des nombres d'inscrits de bibliothèques, et on perdait toute la dimension qualitative, ce qui fait que ça n'a pas arrangé les choses dans le secteur sur la vision de ce que c'est qu'une évaluation de politique culturelle. Autre dimension un petit peu de cadrage, on est aussi dans un secteur en France sur lequel la question de pour qui on fait l'action a beaucoup évolué. On est passé d'une période où on opposait beaucoup le culture et social, et donc c'est très intéressant puisqu'aujourd'hui on parle de projets socioculturels. Quand on parle de ça dans le secteur culturel en France, il y a une connotation assez vite péjorative. Le social, c'est les maisons de la jeunesse et de la culture. Le culturel, c'est les scènes nationales, le spectacle vivant. Bien sûr, je suis un peu rapide dans cette présentation, mais on vient aussi d'un secteur culturel qui s'est vraiment pensé dans cette opposition, avec aussi une idée, on propose, on a une politique de l'offre et on n'a pas une politique de la demande, en ayant une idée que si on répond uniquement à ce que les gens demandent en matière culturelle, on manque une mission de politique culturelle publique. C'est des débats qui sont encore toujours aujourd'hui très présents dans la profession. On est encore, il y a vraiment, même cette semaine, j'étais sur des différents groupes de travail où il y a encore des professionnels qui interviennent pour prendre position en disant on n'a pas à prendre en compte la demande d'une population dans sa composante pluriethnique, par exemple, sur des territoires en France. Cela relève de la politique culturelle publique que de proposer une offre culturelle qui est de qualité. Donc vous voyez qu'on a une difficulté à appréhender la dimension de la réception qui est quand même assez spécifique au secteur et qui est assez loin, je trouve, des préoccupations qui sont au cœur des discussions depuis ce matin. On a tout de même un travail important qui est mené aujourd'hui au niveau de la médiation culturelle et artistique. Là, je vous trace tout ça à grands traits, un peu caricaturaux, mais on a depuis de nombreuses années des acteurs culturels qui travaillent sur les questions de médiation. Alors, des pratiques d'observation centrées sur les actions, une fois que j'ai tracé ce grand panorama qui n'est pas forcément très positif sur les questions d'évaluation, on a quand même, bien entendu, puisqu'on est en termes de politique publique, des demandes émises par les politiques depuis de nombreuses années et des professionnels qui ont développé un certain nombre d'outils d'observation. On a des outils qui ont été déclinés en fonction des secteurs culturels. Quand on est en bibliothèque, on regarde à la fois les taux d'inscrits, les moyens qui sont mis en place, et on les compare par rapport à des normes qui sont édictées par le ministère, qui donnent droit à des subventions. Donc si on n'atteint pas certaines telles normes, on n'a pas le droit à telle subvention. Il y a aussi des normes ISO qui ont été développées, par exemple en lecture publique, pour qualifier la qualité de l'accueil en bibliothèque et la qualité des moyens proposés. On en a beaucoup moins, par exemple, dans le domaine du spectacle vivant. On est encore beaucoup sur les questions de remplissage de jauges. Et quand on parle d'éducation culturelle et artistique, on a un nombre d'élèves qui va fréquenter une école de musique, mais on a peu d'éléments d'observation sur cette dimension.
Ce qui en tant que contributeur à des actions d'évaluation me frappe, c'est qu'on est souvent sur de l'évaluation de moyens et d'actions directes, donc vraiment d'objectifs opérationnels, et qu'on a encore très peu la dimension de l'impact, qui est la question qu'on nous posait cet après-midi. Ce n'est pas propre à la culture, il me semble. On a quand même beaucoup de champs de politique publique qui travaillent avant tout sur l'évaluation des objectifs opérationnels, donc des actions qui sont menées. Est-ce qu'on a bien touché le public qu'on souhaitait mener? Est-ce que les actions étaient mises en œuvre correctement? Est-ce que les moyens étaient adaptés, les différents éléments de l'évaluation? On a tout de même, et bien sûr, un axe qui est commun sur les différents professionnels de la culture, c'est quand même l'étude de public. Alors là encore, on a des outils qui sont très différents dans ce qui peut être aujourd'hui mis en place par les différents professionnels. On a des questionnaires qui soient auto-administrés, par téléphone, avec un enquêteur en face à face, par Internet également. On a une part de l'enquête de public qui part sur une observation sociologique des comportements des publics. Qu'est-ce qu'ils font quand ils visitent un musée? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au parc de la Villette, par exemple? Comment est-ce qu'ils s'approprient les espaces? Comment est-ce qu'ils s'approprient l'offre culturelle? On a bien sûr tout un travail autour d'entretiens individuels, de témoignages, qui sont sur des éléments qui sont très prisés par les personnes qui mettent en place les politiques culturelles, parce que c'est finalement les plus parlantes, je vais y revenir tout à l'heure. On a bien sûr des groupes d'utilisateurs, de citoyens, des focus groups, pour discuter des propositions culturelles qui sont faites. On a des propositions plus originales, comme des ateliers d'écriture, pour travailler aussi sur cette question de la réception par rapport à une proposition culturelle. On a également un volet d'enquête auprès du non-public, comprendre pourquoi est-ce qu'une population à qui est fait une proposition culturelle ou artistique ne se sent pas concernée par cette offre, n'est pas intéressée. La question qu'on peut se poser, c'est cette multiplicité d'outils, mais pourquoi faire? Et à mon sens, c'est vraiment là une des problématiques sur le champ des politiques culturelles quand on parle d'impact. C'est qu'aujourd'hui, la question c'est vraiment, on interroge le public, ce sont des choses qu'on fait dans le secteur culturel, qu'est-ce qu'on leur demande? On a avant tout des enquêtes aujourd'hui de type satisfaction, amélioration de l'action, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes satisfait de votre bibliothèque de quartier? Comment est-ce que quel service vous souhaiteriez voir développer dans cette bibliothèque par exemple? On a des enquêtes aussi sur les pratiques artistiques et culturelles. Donc là, la plus connue dans le secteur, c'est l'enquête nationale qui est mise en place par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, qui permettent d'avoir les grandes tendances en termes de pratiques culturelles, la pratique de la lecture par exemple, l'évolution de la pratique de la lecture, les supports, le développement des tablettes numériques pour reprendre cet exemple. Quand je posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on observe, c'est vrai que là, je disais, on est avant tout sur une observation du résultat d'actions proposées par les acteurs de la culture. Si on parle d'impact, on va se demander qu'est-ce que provoque l'action chez l'individu à moyen et long terme. Donc traditionnellement, on a pu l'entendre déjà aujourd'hui, on a la dimension d'impact individuel, la culture comme facteur d'épanouissement de l'individu. Après, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on va chercher à observer chez l'individu quand on va parler d'impact? Est-ce qu'on va dire pour un enfant, il réussit mieux à l'école? Est-ce qu'il apprend plus vite à lire? Est-ce qu'il s'insère mieux dans sa vie professionnelle? Est-ce qu'il a une vie personnelle plus stable? Est-ce qu'il a une créativité qui est développée par les actions culturelles? Vous voyez que quand on essaye de se dire mais qu'est-ce que c'est que l'impact individuel, ça présuppose un certain nombre de références et d'objectifs qu'on aurait pu donner à l'action. On va également observer la question de l'impact social, qui est une autre dimension forte qu'on attribue souvent aux politiques culturelles, d'être vecteur de lien social. C'est une des revendications fortes aujourd'hui des acteurs culturels. On a des programmes qui s'appellent Culture et Lien social. On a la question de l'utilité sociale de la culture qui est fortement développée aujourd'hui dans le secteur culturel, avec l'idée que la culture permet de relier, de partager des expériences communes,
de dialoguer dans une société qui est de plus en plus individualiste. Ça dépend donc des objectifs, ce qu'on va chercher à regarder en termes d'impact. Or aujourd'hui, force est de constater au niveau des politiques culturelles qu'on n'a pas de référentiel stabilisé en dehors de dire la culture est facteur d'épanouissement pour l'individu et de lien social. C'est quand même important pour savoir ce qu'on va observer en termes d'impact. On a un référentiel qui est très discuté en ce moment dans le champ des politiques culturelles, qui est la notion de droit culturel, qui est une déclinaison de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été déclinée lors d'une déclaration qu'on appelle la Déclaration de Fribourg, qui a été travaillée à la fois par des acteurs étatiques, mais également beaucoup par des ONG, par la société civile en 2007, qui a mis en place un certain nombre de principes qui peuvent commencer à servir de base à ce référentiel. C'est surtout la notion de capability qui a été mise en place et développée lors de cette déclaration de Fribourg, que vous trouvez sur Internet, qui est accessible à tous, qui travaille la question de respect de l'identité culturelle dans la diversité de ses modes d'expression et qui définit le droit culturel comme le droit d'accéder et de participer librement, sans considération de frontières, à la vie culturelle à travers les activités de son choix. Donc vous voyez qu'on est encore sur des dimensions qui sont très larges dans cette déclaration de Fribourg. La question aujourd'hui qui se pose au sein du secteur culturel, c'est comment est-ce qu'on décline ça quand on veut parler d'impact. Ce qu'on peut faire remonter, c'est qu'on a besoin de compétences spécifiques quand on parle d'études d'impact. On a ce qui se rapproche le plus quand on regarde les questions de qui travaille l'impact des politiques culturelles, c'est surtout des témoignages de partenaires éducatifs et sociaux, c'est-à-dire qui vont faire le relais de ce qu'engendrent pour les populations qu'ils vont concerner dans leurs différentes actions, les actions culturelles qui ont pu être menées par ailleurs. Donc vous voyez, on est sur des choses plutôt indirectes et on a des témoignages très précieux qui viennent du monde médical, notamment d'orthophonistes, par exemple, pour reprendre l'exemple de la lecture, qui montrent ce que ça engendre, par exemple, la lecture chez le tout petit à partir de 6 mois, par rapport à des groupes d'enfants qui n'auraient pas accès aux livres sur cette tranche d'âge. Vous voyez qu'on est donc sur des compétences qui ne sont pas les compétences directes des professionnels de la culture. Je voulais faire un petit zoom sur un projet qui s'appelle l'Orchestre à l'école, qui est un projet qui est mis en place en milieu scolaire, en temps scolaire, par des musiciens intervenants en lien avec les écoles de musique. Donc la spécificité du projet, c'est que tous les enfants d'une même classe y ont accès. On leur apporte les instruments de musique et le temps d'activité a lieu pendant la salle de classe, qui évite d'avoir le phénomène qu'on a dans les écoles de musique où seuls les parents motivés vont aller et convaincus vont aller inscrire leurs élèves. Il y a une étude d'impact qui a été menée en 2010 qui est très intéressante par rapport à ce projet. En termes de support d'évaluation, c'était l'analyse des bulletins de notes des élèves, les relevés d'absence, et des questionnaires qui ont été faits à la fois auprès des enseignants et des élèves, complétés par des entretiens. Ce qui est intéressant, c'est que ça a permis d'observer de très près des éléments très précis, l'amélioration de la moyenne générale, la note de vie scolaire, le comportement de l'élève, quelle est la perception de l'école de l'élève, qu'est-ce qu'il a comme ambition dans son insertion professionnelle et dans sa vie à la sortie de ce programme. Bien sûr, ça nécessite d'avoir un groupe test non bénéficiaire du projet pour pouvoir comparer les résultats. Ce qui est intéressant là dans cette évaluation qui a été menée, c'est que ça permet de voir que autant sur la note des élèves, on a très peu de différence entre le groupe test et le groupe qui a bénéficié de l'action, c'est de l'ordre de 0,5 points en plus de moyenne générale entre le début et la fin de l'action. Mais par contre, tout ce qui est l'évolution de la perception de l'école, la cohésion de groupe, la confiance en soi est clairement plus élevée dans le groupe qui a pu suivre l'action que dans le groupe de référence qui n'a pas été bénéficiaire de l'action. Là, clairement, on a à peu près 10 à 15% d'écart en fonction des observations. La limite de cette évaluation, c'est la question du biais qui est engendré par les parcours individuels. C'est-à-dire que dans le même temps, c'est une évaluation qui a été observée chez des enfants qui ont bénéficié d'une action pendant 2 ans.
pendant ces 2 années, il s'est passé un certain nombre d'autres choses chez les individus. Et l'observation, elle est délimitée en termes de groupe d'individus observés, à la fois dans le temps et puis aussi sur les éléments d'observation. Et on ne peut pas non plus dire, c'est parce qu'il y a eu ce projet-là que clairement la classe, ce groupe d'enfants a directement une capacité de concentration améliorée, a une vision plus positive de l'école. J'ai fait ce focus sur ce projet-là. J'ai cherché pour préparer cette intervention d'autres exemples d'études d'impact. J'en ai trouvé assez peu. Alors encore une fois, il en existe certainement dont je n'ai pas connaissance, mais globalement ce qu'on peut dire, c'est que ce type d'observation nécessite du temps, un investissement particulier, des compétences spécifiques dont le secteur culturel se dote généralement peu. Donc à la fois l'anticiper avant la mise en place du programme d'action, ou alors avoir un programme d'action qui se déroule de façon suffisamment longue pour qu'on puisse à un moment donné mettre en place ce travail, là ce qui est le cas du projet que j'évoquais tout à l'heure, qui a été mis en place à partir des années 2000 et qui continue au niveau national. Avoir des compétences en sociologie, en psychologie également, pour observer les effets de ce type de projet chez les individus, et puis se donner le droit d'expérimenter les méthodes d'observation, ce qu'on a relativement peu dans le secteur culturel, c'est-à-dire se dire, voilà, on va observer par le biais, par exemple, là a été choisi les relevés de notes, les relevés d'absence, etc. Mais la capacité aussi de se dire, c'est pas le bon élément d'observation, et à l'avenir, quand on évaluera les impacts, on s'attellera à d'autres outils. Et encore une fois, on a un secteur culturel qui se donne peu cette latitude de tester et de voir, et qui cherche avant tout des méthodes, alors que finalement, d'un projet culturel à l'autre, on va avoir des méthodes et des éléments d'observation qui vont nécessairement être très différents. Donc les freins aux études d'impact, ce que je disais tout à l'heure, les questions de temps, de compétences et de coût de l'évaluation, c'était évoqué tout à l'heure en préambule. Si le coût de l'évaluation de l'impact devient très important, voire supérieur aux moyens qui sont dédiés à l'action elle-même, comment est-ce qu'on peut justifier ça et jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans cette observation ? Un autre frein, c'est ce que j'évoquais, la difficulté de relier la cause à l'effet. Comment est-ce qu'on isole l'action culturelle parmi un ensemble d'autres actions ? Et un dernier élément, c'est la difficulté d'agréger les données observées, donc de les comparer. On a souvent des retours qui sont plutôt de l'ordre des verbatims, plus que des chiffres. Quand on essaye de faire donner une note, par exemple, à un enfant sur... pour reprendre le même exemple, sur comment est-ce qu'il perçoit ou comment est-ce qu'il juge l'intérêt d'avoir un enseignant dans sa classe, ou comment est-ce qu'il juge l'évolution de sa vie de classe par rapport au début de l'année, par rapport à la mise en place du projet, on est forcément très réducteur. Une note de 1 à 5, on passe à côté d'un certain nombre d'éléments de richesse qui sont proposés par le projet. Donc c'est vraiment la question sur laquelle le secteur culturel est en train de travailler, c'est comment est-ce qu'on rend quantifiable cette somme de qualitatif. Alors voilà, juste pour finir sur ça, cette question d'évaluation d'impact, elle est très importante aujourd'hui dans les politiques culturelles. Je disais dans un contexte de crise économique, mais aussi parce que du coup, ça remet tous les acteurs, tous les professionnels de la culture en question. Ça permet déjà, comme je le disais tout à l'heure, quand on se demande qu'est-ce qu'on évalue quand on parle d'impact individuel. J'évoquais la question, est-ce que c'est la réussite scolaire, est-ce que c'est le bien-être, la créativité. Ça veut dire que dès qu'on commence à essayer de préciser un petit peu ce qu'on entend par impact sur l'individu et sur la société, ça veut dire qu'on se pose la question de l'objectif qu'on met à l'action, et non pas de l'objectif qui est de dire on va apporter des enseignants de musique dans l'école de musique, mais qu'est-ce qu'on veut produire chez le bénéficiaire de cette action. Donc, pour moi, le point très positif de cette réflexion, c'est que chez les professionnels, ça engendre avec les élus clairement des discussions importantes, politiques et stratégiques, sur qu'est-ce qu'on attend d'une politique culturelle. Et pour reboucler avec ce que je disais au préalable, on vient, en tout cas en France, d'un héritage où la politique culturelle est une évidence. Donc on ne questionne pas forcément ses objectifs. Or là, ce temps de questionnement sur l'évaluation de l'impact permet de ramener ça. Ça permet de faire du lien entre les différents professionnels, social, éducation également, puisque ce que je disais, c'est que finalement les retours viennent beaucoup d'eux.
Une attention à avoir, juste pour terminer, quand on parle d'impact d'action culturelle, la culture, et on a pu, la précédente table ronde en parler bien, on met en place plus des dynamiques que des résultats. C'est-à-dire qu'elle met en mouvement. Tout à l'heure, un intervenant parlait de la résilience. Comment est-ce qu'on peut évaluer la question de la résilience? Est-ce qu'il faut forcément mettre en place, ou est-ce qu'il faut prétendre avoir des outils d'évaluation qui soient systématiques par rapport à cette interrogation-là? Donc je finirai juste voilà, sur ce point-là, voilà, qui est plutôt une question ouverte, hein, sur voilà, on a la spécificité des actions culturelles, socio-culturelles, c'est qu'elles mettent en place des dynamiques. On ne sait pas à l'avance ce que ça va produire chez la personne, et j'oserais dire heureusement. C'est-à-dire que c'est une proposition qui est faite à l'individu, à un groupe social, de réfléchir, d'avancer, de développer par rapport à une expérience vécue quand on revient au contexte de crise humanitaire, et finalement de devoir anticiper et poser quels sont les indicateurs qu'on va observer chez ces personnes à l'avance. Le risque qu'on pourrait avoir, c'est de dire on ne va avoir une action culturelle que par rapport à une finalité très précise qui est pensée de l'extérieur par des gens qui ne vivent pas la situation d'urgence et qui arrivent avec une vision certaine et établit leur propre regard, mais finalement de vouloir trop poser les choses, le risque aussi, ça peut être d'enfermer un petit peu la proposition culturelle et de ne pas laisser aussi chaque individu s'en emparer de son point de vue, de son positionnement. Merci beaucoup Véronique. Merci beaucoup. Je crois vous avez très bien mis en lumière les difficultés qui se posent pour l'évaluation d'impact des projets socioculturels, notamment parce qu'il y a cette difficulté de définir des objectifs. Vous avez parlé d'impact individuel en termes d'émancipation, d'épanouissement, et pour revenir à une de vos dernières remarques, et qui fait aussi une transition avec le contexte de crise humanitaire, quand on dit que la culture est un facteur de dépassement du traumatisme, un facteur de réconfort ou un facteur d'espérance, là aussi on a affaire à des choses qui sont évidemment très difficiles à mesurer et à évaluer. Je vais maintenant passer la parole à Chanel Ntauba qui va faire un petit peu peut-être la synthèse de ces difficultés à la fois du contexte humanitaire et des projets socioculturels en nous proposant une étude de cas sur un projet socio-éducatif au Burundi. Bon, merci de m'accorder la parole. C'est pour moi un honneur d'être parmi vous pour vous présenter un projet vivant, un projet qui est mis en œuvre au Burundi. Je vais vous parler de l'évaluation d'un projet d'éducation dans 4 camps des réfugiés congolais qui sont gérés par l'International Rescue Committee, IRC en sigle, au Burundi. Moi, je m'appelle Chanel Ntauba, je suis le coordinateur de ce projet et je suis dans le domaine humanitaire depuis 1996 et mon intérêt se porte particulièrement sur le développement de l'enfant à travers les activités scolaires et extrascolaires. Mon exposé va porter sur 3 grands points. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un bref aperçu sur l'IRC, son travail succinct dans le monde et au Burundi. 2, je vais vous parler de la mise en œuvre du projet d'éducation comme fondation de l'évaluation. Et en 3e lieu, et c'est l'essentiel de l'exposé, je vais alors vous parler de l'évaluation de ce projet d'éducation. L'International Rescue Committee, IRC en sigle, répond aux crises humanitaires au monde et aide les gens à survivre et à reconstruire leur vie. Fondé en 1933 sur la demande d'Albert Einstein, l'IRC offre des soins de sauvetage et d'assistance au changement de vie
aux réfugiés forcés de fuir la guerre ou les catastrophes. IRC est présent dans plus de 40 pays au monde et restaure la sécurité, la dignité et l'espoir des millions de personnes déracinées et touchées par le conflit. Là, en termes de statistiques, il y a un extrait des chiffres d'intervention de l'IRC en 2012. L'IRC intervient au niveau des soins primaires, au niveau de l'eau potable et de l'assainissement, de la scolarité, des violences, au niveau de la lutte contre les violences basées sur le genre. IRC met aussi en œuvre des caisses villageoises d'épargne et de crédit qu'il fait profiter aux bénéficiaires. Au niveau du programme de l'IRC Burundi, je dois vous dire que l'IRC au Burundi couvre aussi le Rwanda. La gestion des programmes d'IRC Burundi et Rwanda, elle est faite à partir du Burundi. IRC travaille au Burundi depuis 1996 et pour le moment, il intervient dans 5 secteurs qui sont la santé, gouvernance et droits, protection des enfants et développement des jeunes, la protection et autonomisation des femmes. Et le 5e secteur, c'est le programme de soutien logistique sur le financement du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Concrètement, dans les camps, quels sont les services qui sont offerts aux réfugiés? IRC répond aux violences basées sur le genre. IRC fait un programme de besoins spécifiques. IRC fait un programme de protection des enfants. IRC fait alors l'éducation et la formation professionnelle. Et ce sont les 2 domaines, l'éducation et la formation professionnelle, qui vont me guider dans mon intervention. Au Burundi, nous avons des réfugiés qui sont accueillis. Tout d'abord, j'aimerais un peu situer le Burundi pour ceux qui ne le connaissaient pas. Le Burundi, il est situé au cœur de l'Afrique. Il est situé dans la région des Grands Lacs. Et il a comme pays limitrophe le Rwanda au nord, la République démocratique du Congo à l'ouest et la République unie de Tanzanie à l'est-sud. Et la plupart de ces réfugiés qui sont accueillis au Burundi, qui sont à 46 121, ils viennent pour la plupart de la République démocratique du Congo, qui connaît constamment des conflits. De ces réfugiés, il y a des urbains qui sont dans la capitale Bujumbura. Et il y a aussi les autres réfugiés, 27 412, ils sont répartis dans les camps qui sont à l'intérieur du pays. 2 camps se trouvent dans les provinces du nord, Musasa et Kinama, et les 2 autres camps, Bwagiriza et Kavumu, se trouvent dans les provinces de l'Est. En termes de statistiques qui guident notre intervention, là je vais parler de 2 composantes essentielles d'une classe, les élèves et les enseignants. Nous avons autour de 12 000 élèves, c'est 11 871, et ces élèves sont au niveau de 3 cycles, le niveau maternel, le niveau primaire et le niveau secondaire. Pour les enseignants, nous avons des enseignants pour la maternelle, le primaire et le secondaire. La plupart des enseignants sont des réfugiés, mais au secondaire, on recourt aux vacataires quand on manque de compétences au niveau de la population réfugiée. Au total, on a 296 enseignants pour le moment. Tout à l'heure, on disait que les projets socio-culturels n'ont pas souvent d'objectifs. Nous, au niveau de l'éducation, nous avons des objectifs. Les 2 grands objectifs, c'est 1, garantir l'accès à une éducation de qualité. 2, c'est améliorer les conditions de vie des réfugiés. Au niveau du premier objectif qui concerne donc garantir l'accès à une éducation de qualité, nous essayons d'abord d'assurer que les élèves suivent le système scolaire congolais. Pourquoi? En fait, nous essayons de recréer le système scolaire congolais que les élèves ont perdu en prenant refuge au Burundi, car nous sommes conscients du caractère non permanent des camps. Un jour ou l'autre,
les élèves, voire même les parents, ils pourront se rapatrier. Et une des solutions durables d'IHCL, c'est le rapatriement volontaire. Il faut que quand ils se rapatrient, ils ne puissent pas perdre l'école. Ils vont facilement réintégrer le système scolaire congolais, puisque c'est ce système qui est mis en place au niveau des camps. Toujours dans le fait de garantir l'accès à une éducation de qualité, nous développons le savoir-faire et le savoir-être à travers l'école ou les métiers. Celui qui ne fait pas l'école, nous l'encourageons à apprendre les métiers. Une façon de préparer les élèves ou les apprendre des métiers à leur prise en charge. En améliorant au deuxième objectif les conditions de vie des réfugiés, on réduit la délinquance juvénile par la participation aux activités éducatives. On crée de l'emploi. Les réfugiés qui intègrent l'école, ils reçoivent des primes mensuelles et c'est une façon de contribuer à leur autonomisation et ils se développent aussi professionnellement. À travers l'apprentissage des métiers, nous pensons qu'un réfugié, il acquiert des connaissances pour s'auto-prendre en charge. Et l'autre objectif qui est suivi pour améliorer les conditions de vie des réfugiés, c'est la promotion de la participation des parents, des leaders communautaires, des membres des comités à travers les associations de parents élèves qui sont actifs dans la gestion des écoles. Vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on va atteindre alors les objectifs? Quels sont les éléments qui sont vérifiables, qui nous aident à dire si nous avons atteint les objectifs ou pas? Il y a des standards, premièrement, spécifiques, qui sont vérifiés pour observer s'il y a des conditions minimales de qualité qui sont mises en œuvre. À titre d'exemple, il y a les notions de ratio maître-élève, ratio banc-élève, ratio livre-élève. Une classe normale, par exemple, ne doit pas dépasser 35 à 40 élèves par maître. Comment on atteint les objectifs? C'est aussi à travers des formations. Il y a des formations régulières des enseignants qui sont mises en œuvre par IRC d'un côté et par les inspecteurs congolais de l'autre côté. IRC, c'est comme les formations de problématiques de protection, la lutte contre les violences basées sur le genre. Et il y a une autre formation très très importante, la formation du type les classes de guérison. Les classes de guérison, c'est une ressource de formation des enseignants multimédia qui est mise en œuvre par l'IRC depuis plus de 6 ans et elle est appliquée dans les contextes d'urgence et de développement. La formation en soi comprend 6 modules qui portent sur 5 concepts favorisant le bien-être des élèves et des enseignants et en proposant des techniques d'enseignement spécifiques. C'est dans cet enseignement où on doit retrouver les thèmes comme le bien-être des élèves et des enseignants, le sentiment de contrôle, le sentiment d'appartenance, l'estime de soi, la promotion des relations sociales positives et la création d'un environnement intellectuellement stimulant. À côté de ces formations, il y a le suivi du programme éducatif à travers l'élaboration des plans des leçons et des visites de classe. On le fait, c'est une façon de faire du coaching, une façon de suivre les enseignants au quotidien pour les rendre plus pédagogues. Nous suivons aussi les taux de fréquentation et menons des visites à domicile des élèves qui s'absentent trop souvent. Et nous organisons aussi des évaluations de performance pendant la classe. Là, c'était, je dirais, la fondation de ma maison que je vais bientôt vous ouvrir. C'est alors l'évaluation du projet éducation. Tout d'abord, je vais vous parler des outils d'évaluation que nous utilisons au niveau de ce projet éducation camp. D'abord, il y a des fiches d'évaluation individuelle des enseignants qui sont complétées quand on mène ces visites de performance au niveau de salles de classe.
ces fiches sont complétées au quotidien et elles permettent aux enseignants de s'améliorer, puisqu'à la fin, on attribue une note. Bon, assez bon, très bon. Et c'est sur ces notes qu'on va alors renforcer le suivi des enseignants pour qu'ils s'améliorent. L'autre outil de suivi, ce sont les palmarès des résultats qui sont obtenus par les élèves à la fin de l'année, à la fin d'un trimestre. Et je dois vous dire que chaque élève est suivi par un bulletin scolaire. Le troisième outil d'évaluation, ce sont les groupes de discussion qui sont faits lors des évaluations annuelles du type AGDM. AGDM, c'est une approche d'évaluation qui est basée sur le genre, l'âge et la diversité. Ces évaluations sont organisées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et elles s'adressent aux partenaires et aux réfugiés eux-mêmes. Dans ces groupes de discussion, on y rencontre les réfugiés de tous sexes, les enfants, les adultes, les leaders, les vulnérables. Et on y rencontre aussi les partenaires et le HCR. Qu'est-ce qu'on fait dans ces groupes de discussion? On analyse les droits des réfugiés qui sont violés. On essaie d'identifier les causes de la violation de ces droits. Et ensemble, on essaie de trouver des solutions qui vont remédier à ces violations de droits. C'est par après alors qu'on va, par priorité, tenir compte des résultats de ces évaluations dans les projets futurs qu'on va mener, ou bien même dans la continuation des projets qui sont déjà en cours de réalisation. Le quatrième outil d'évaluation, ce sont les questionnaires et les entretiens individuels. Ils sont souvent utilisés quand on fait des études de marché pour savoir quel métier on va mettre en œuvre. Ces questionnaires sont adressés aux réfugiés, sont adressés aux partenaires, ils sont adressés aussi à la population haute, la population environnante des camps, puisque nous disons que quand on va choisir des métiers à exécuter, ce sont des métiers qui vont bénéficier aux réfugiés s'ils sont encore ici au Burundi et quand ils vont retourner chez eux. Nous tenons compte des réalités du marché, de ce qui est recherché au niveau du camp et au niveau des alentours du camp. Quand je parle de l'évaluation du projet éducation proprement dite, comprenez bien qu'il y a des enquêtes de base qui sont faites par l'OHCR. L'OHCR fait des enquêtes de base pour tous les projets qui œuvrent au niveau des camps. Nous, au niveau de l'IRC, nous fixons des indicateurs qui sont établis au moment de l'élaboration des propositions de financement. Et au quotidien, nous suivons ces indicateurs sur une base hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Et il y a ces évaluations annuelles qui sont faites lors des AGDM dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et compte tenu alors des évaluations, on peut réajuster le projet en tenant compte des indicateurs qui sont observés et des conclusions qui sont faites lors des AGDM. Quand on fait l'évaluation, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On cherche à savoir l'impact des activités d'éducation sur les bénéficiaires directs, qui sont les enfants et les jeunes, et sur les bénéficiaires indirects, qui sont les enseignants, les parents, les employés des écoles, les leaders communautaires. On cherche à savoir s'il y a un changement de comportement, d'habitude, s'il y a l'apprentissage de nouvelles pratiques, s'il y a un leadership communautaire qui est développé. Toutes ces évaluations sont faites sur base des indicateurs qui aident à évaluer les progrès accomplis en vue d'obtenir des résultats attendus.
je voulais illustrer donc l'évaluation par des indicateurs évaluables. Le premier indicateur que je propose, c'est l'évaluation de l'éducation dans les camps. Quand on dit que l'éducation dans les camps diminue l'oisiveté, notre cible, c'est que 100% des enfants des camps suivent l'école. Comment est-ce qu'on évalue cet indicateur? Il y a l'évaluation du côté quantitatif et l'évaluation sur le côté qualitatif. Sur le côté quantitatif, nous comparons le nombre d'enfants en âge scolarisable et le nombre d'enfants qui sont réellement présents en classe. Là, c'est le côté quantitatif. C'est l'indicateur quantitatif. Il y a un autre indicateur qualitatif. Nous faisons des visites au niveau du camp. Nous discutons avec les réfugiés pour identifier les enfants qui ne sont pas scolarisés. L'autre exemple d'indicateur à évaluer, c'est l'accès à une éducation de qualité qui est garantie pour tous. Là, ce qu'on fait carrément, c'est on analyse les résultats que les élèves obtiennent à la fin d'un cycle, les résultats que les élèves obtiennent aux examens d'État. Nous essayons de voir si nous sommes compétitifs, si nous comparons les résultats de nos élèves aux résultats des élèves des autres écoles. Et je dois dire que c'est encourageant puisque les résultats que nous enregistrons sont progressifs. En l'an 2014, nous avons le plan de mettre en place des tests objectifs et réguliers de lecture et écriture. L'accès à une éducation de qualité est aussi observé si on analyse le nombre d'enseignants qui sont formés sur les diverses techniques d'éducation, les améliorations de l'environnement protecteur des enfants. On est un petit peu pressé par le temps, je vais vous demander de conclure. Je suis presque à la fin. Bon, quels sont les défis que nous observons au niveau de l'éducation? Il y a la taille de l'échantillon qui est insuffisant. Il y a la subjectivité des réponses des réfugiés. Le rien ne va est souvent le mot d'ordre des réfugiés. Il y a le manque de coordination interagence. Le partage d'informations entre l'IRC et le ministère de tutelle du Congo qui connaît des retards souvent. Il y a trop peu de temps qui est consacré à l'évaluation. En termes de bonnes pratiques que nous mettons en œuvre et que nous encourageons à observer, c'est comme les autres l'ont déjà dit, il ne faut pas se limiter aux évaluations périodiques. Il faut parler aux bénéficiaires, à toutes les composantes de la communauté au quotidien. Il faut des ressources nécessaires pour une bonne évaluation. Il faut assurer une bonne coordination entre les partenaires. Et il ne faut pas négliger la composante évaluation qui doit faire partie intégrante des activités. Et en termes de partenaires au niveau de notre travail, il y a le ministère du Congo en charge de l'éducation, les agences des Nations Unies, les ONG internationales et nationales, les comités d'éducation et les comités des parents d'élèves qui sont dans les camps, le ministère burundais. Et c'est ça que j'avais à présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chanel. On va peut-être passer directement à la discussion et aux questions du public, puisqu'on est un petit peu pressé par le temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Oui. Hello. I have a question to Vincenzo. Yes, in English. The toolbox, I find it very exciting and very interesting, but I think, which was also mentioned by the others, the problem is always the money, and I was interested to learn how much it would cost, I mean, as an investment for an NGO to buy such a toolbox. So. Okay, thanks very much for the question. So the toolbox is simply software that's been developed. It's free. Anyone can go onto the site and download it. There are instructional videos for its use. The question is, depending upon your need, whether you need, for example, multiple
smartphone devices to put it on into the field. But that's where the costs come into the individual organization or group that's utilizing the technology. But all of the download it's open source and it's free. One thing I'll just mention on that, what we try to do also when we are undertaking projects is to do local capacity building as well. So for example, we had a large number of tablets donated to us, and we utilize those tablets to put this Kobo toolbox on the tablets, and then we leave them with the groups that we work with locally so that they can do their own research projects later. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être? It was also mentioned that it makes perhaps no sense to do evaluations in emergencies because they are so short-term, but I think as we have, most of emergencies are really protracted crises and are going on for a very, very long time, I think it then is important for NGOs to really consider to have a baseline and to do an evaluation. It's just more a comment. Yeah. Yeah, I mean, I would agree. I think evaluations are challenging in those contexts, but if evaluation is folded into the into programming as a normal course of action, that is, it's both within development programs for any projects that are being undertaken and in emergency programs as well, then I think, you know, there's a lot of baseline information that can be gathered from other sources, and there are ways to collect both through remote sensing, but direct, where possible, where you're on the ground, direct contact with the community as well. And that information is important for evaluating programs that are being undertaken in the field, especially in emergency contexts where so many people's lives are potentially at stake. You want to be able to get the best quality information back as quickly as possible. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation et encore merci aux trois intervenants pour cette table ronde. Un petit rappel pour les... Alors je crois que c'est réservé aux intervenants pour l'atelier Ideas Box. Et n'oubliez pas surtout de ramener vos casques de traduction à l'entrée. Merci.